Bonjour, je vais vous parler dans cette capsule des principales ressources didactiques. Donc, ce qu'on a vu dans la capsule précédente, c'est les documents ministériels. Donc, on a été explorer la progression des apprentissages, le programme. Puis là, on va aller voir d'autres ressources importantes, dans le fond, qui existent pour les élèves. Donc, des cahiers d'apprentissage, par exemple, comme celui-ci. Donc, cahier mou, dans lequel les élèves peuvent directement faire leurs calculs, écrire. Donc, c'est un cahier qui leur appartient. Et il y a aussi la possibilité, par exemple, d'avoir des manuels, donc les manuels qui sont rigides et dans lesquels on consulte, en fait, mais on n'écrit pas directement. Donc, les élèves s'il y a ce genre de ressources-là dans l'école où vous intervenez, les élèves d'habitude écrivent, répondent aux questions, aux problèmes dans un cahier Canada. Donc, ce sont des ressources à connaître. On va être critique aussi par rapport à ces ressources-là. Mais, et si on avait été ensemble pour le cours, on aurait pu, en fait, en regarder plusieurs. Là, on va pouvoir seulement survoler. Je vais vous présenter quelques collections. Mais n'hésitez pas si vous avez, vous pouvez les manipuler dans votre école pour pouvoir les comparer, les explorer, les consulter. Donc voilà, c'est parti. Donc l'objectif de la capsule, c'est d'appuyer les connaissances ProLIS sur l'utilisation de différents outils et ressources. Dans ce cas-ci, ça va être les cahiers d'apprentissage manuels. Donc, les ressources didactiques, on en retrouve différentes collections. Donc, il y a les principales maisons d'édition, Chenelière, CEC, NetMath, Grand-Duc, RPI. Donc, on va en survoler ces différentes collections-là. Puis, on retrouve différents formats. Donc, comme je vous ai montré, il y a le manuel rigide, il y a les cahiers qu'on peut remplir directement, les cahiers mous, donc qui peuvent être en version papier, mais il existe aussi les cahiers numériques qui peuvent être remplis, par exemple, avec l'iPad. Puis, il y a les versions aussi format en ligne. Donc, on verra l'exemple de NetMath, qui est un exercice en ligne. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui sur les cahiers qui s'adressent directement aux élèves, mais il est à noter qu'il existe aussi des guides d'enseignement. Donc, les guides d'enseignement sont beaucoup plus coûteux. Ce n'est pas toutes les écoles qui peuvent se les procurer, mais d'habitude, dans les guides d'enseignement, il y a toutes les ressources aussi complémentaires. Il peut y avoir des pratiques d'évaluation. Il y a aussi plusieurs indications sur comment piloter différentes activités d'apprentissage. Donc, les guides d'enseignement aussi qui amènent d'autres informations, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui dans cette capsule. Donc, si on regarde une première maison d'édition, donc Chenelière, on a un exemple ici de la collection Avomat, qui sont des manuels au premier cycle. Donc, et on retrouve ce genre de petites pastilles-là, des fois, là, écrit dessus là, approuvé MELS, approuvé par le ministère. On y reviendra. On retrouve aussi, par exemple, pour Chenelière, toujours intersection. Donc, la suite, après avoir fait le premier cycle, juste revenir, pardon, en arrière. Donc, au premier cycle, on voit qu'il y a 2 manuels ici pour en première secondaire, 2 manuels en deuxième secondaire. Donc, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de modules, puis les élèves vont avancer, disons, peut-être jusqu'à Noël dans le premier tome, et ils vont continuer après avec l'autre, le deuxième tome après les fêtes, ou souvent c'est séparé les deux dans une année scolaire. C'est pour ça qu'on en retrouve 2 pour chaque année. Donc, intersection qui est 3e à 5e secondaire, on retrouve des manuels et des cahiers à ce jour. Donc, on voit qu'il va y avoir, par exemple, pour 3e, 4e, 3e secondaire, 4e secondaire et 5e secondaire. Puis, on voit, en fait, qu'il va y avoir différentes séquences. Donc, ici, il y a les séquences dont on a parlé, là, CST, TS et SM. Donc, il va y avoir et des fois, les maisons d'édition offrent toutes les séquences. Des fois, elles offrent seulement une partie des séquences. Toujours dans Chenelière, il y a maintenant des cahiers. Donc, il y a la collection Sommet où on retrouve pour secondaire première, deuxième, troisième, quatrième et 5e secondaire. On retrouve les différents cahiers. Comme on voit ici, on voit un exemple. Il y a 2 des séquences en 4e secondaire, une séquence en 5e secondaire. Des fois, les cahiers se développent. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cette capsule, il y aura peut-être maintenant de nouveaux cahiers qui auront été produits. Si on va pour CEC, il y a la connexion Panoramat puis Horizon qui est au premier cycle où on va voir, par exemple, deux cahiers avec Panoramat en secondaire 1 et 2, puis Horizon aussi en secondaire 1 et 2. Donc, dans ce cas-là, ici, il y a un seul cahier pour toute l'année. On retrouve pour CEC la collection Point de mire qui a des premières à 5e secondaire pour des cahiers, donc secondaire 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on voit ici, c'est selon les séquences. Il y en a il y a 2 des séquences qui sont couvertes.
On a CEC avec Vision au deuxième cycle. Donc, on a des manuels, puis il y a des cahiers aussi qui existent pour les 3 séquences. Donc, c'est, à ma connaissance, une des seules en ce moment qui offre pour les 3 séquences complètes. Euh, où on va retrouver les manuels et les cahiers. Il y a maintenant NetMath, donc on a vu Chanelière et CEC. Il y en existe d'autres, hein, je ne vais pas toutes les couvrir, mais je vous montre peut-être les principales. NetMath, lui, est un peu différent. C'est un exerciceur. Donc, c'est un exerciceur qui couvre tous les contenus du primaire, puis secondaire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 à ce jour. Peut-être que secondaire 5 sera développé éventuellement. Et c'est la forme d'exerciceur interactif. Donc, on peut assigner une activité aux élèves. Puis, nous, de notre côté, on voit, comme enseignante, on voit qu'est-ce que les élèves ont réussi, si le temps aussi qui a été dédié sur les exercices. Donc, c'est une licence qu'il faut acheter, évidemment. Souvent, c'est une licence soit école ou niveau. Maintenant, je vous poserais comme question, selon vous, quelle est la place que prennent les contenus probabilistes dans la plupart des ressources didactiques? Donc, on va aller voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve justement dans ces... je vais revenir à la question dans peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, la première des choses, c'est que c'est une organisation des contenus par chapitre. Dans la plupart des manuels ou cahiers, il y a une table des matières, puis on va annoncer, il va y avoir souvent 8 chapitres par année, des fois un petit peu moins. Et là, c'est vraiment séparé souvent par contenu. Donc, on va avoir le chapitre 1, par exemple, qui est sur l'arithmétique. On va avoir le chapitre 5 qui va être sur les probabilités. Souvent, les probabilités et statistiques se trouvent à la fin, dans les derniers chapitres de l'année. Puis, il faut faire attention aussi avec la cohérence avec les documents ministériels. Donc, tout à l'heure, je vous montrais, il y avait comme une petite pastille qui montre approuver MELS. Il faut faire attention parce que ce n'est pas garant il n'y a pas de vérification, en fait, faite par le ministère pour aller vérifier est-ce que chacun des cahiers, est-ce que chacun des manuels répond à la progression des apprentissages. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil de marketing. Les compagnies qui décident de faire ça, les maisons d'édition, c'est qu'eux vont s'attrifier à la progression des apprentissages, puis ils vont dire oui, c'est conforme. Donc, eux viennent mettre cette étiquette-là, mais il faut faire attention, il faut rester critique par rapport à ça. La place des probabilités, donc je posais la question, qu'est-ce que vous pensez que ça prend comme place dans les contenus mathématiques? Quelle est la place des probabilités? On a fait une analyse des tâches, donc mon équipe et moi, là, donc avec Marianne Aumier, Vincent Martin, on a analysé plus de 1000 tâches qui ont été analysées, donc près de 600 au secondaire, les autres au primaire. Et donc, vous aurez à lire ce texte-là, en fait, qui parle de l'analyse de tâches. Si vous êtes intéressé aussi à aller plus loin, il y a un chapitre dans le livre. Je vous l'ai mis en lecture complémentaire, mais dans le livre du cours, il y aurait le chapitre 3 en lecture complémentaire. Et donc, on va pas s'y attarder plus que ça pour l'instant, mais si ça vous intéresse de voir des exemples de tâches, les exemples de tâches sont davantage au primaire. Mais ça nous donne une idée quand même des différents types de tâches selon les approches, puis on reviendra sur cette idée-là des approches probabilistes, l'approche théorique, fréquentielle et subjective. Dans notre analyse, justement, des 1000 tâches probabilistes analysées, là, donc plus de 1000 tâches, là, environ 1300 tâches, ce qu'on peut voir dans les grands constats, c'est que l'approche qu'on y retrouve là, dans ces tâches-là, l'approche est presque exclusivement théorique dans les tâches au secondaire. On va revenir sur les approches, comme je le disais, mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que quand même, les tâches sont centrées sur les calculs. Donc, on voit là, que ce qu'on demande à l'élève de faire, c'est beaucoup de faire des calculs. Puis, il n'y a aucun recours au matériel. Donc, il n'y a aucune des près de 600 tâches au secondaire qui demandent à l'élève d'utiliser du matériel. Donc, il y a environ 50% des tâches analysées, 50% des 600 tâches de probabilité au secondaire qui font référence à du matériel, mais aucune ne demande à l'élève d'utiliser du matériel. Donc, on peut se demander quand même, peut-être qu'on peut ajouter notre petit grain de sel là-dedans, puis venir compenser pour ce manque de matériel-là. On y reviendra tout à l'heure. Puis, globalement, dans cette analyse-là des tâches, on a fait ressortir que selon le niveau, là, selon si c'est en première, secondaire, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, on retrouve globalement entre 8 à 16 des tâches mathématiques qui sont des tâches probabilistes.
Dans certaines séquences, il y a 0%. On avait vu dans l'analyse des documents ministériels que certaines séquences qui ne couvrent pas, qui n'abordent pas les probabilités, donc par exemple dans la séquence SN, sciences naturelles. Mais sinon, pour chaque niveau, sinon, ça varie de 8% à 16%. Je vous invite à être critique par rapport à ces tâches-là parce que les tâches ne sont pas parfaites. Ce sont des humains qui conçoivent ces tâches-là dans des contraintes souvent assez serrées, de délais assez serrés. Donc, on retrouve des erreurs. On retrouve aussi certaines tâches qui sont assez pauvres au niveau de la réflexion. C'est beaucoup d'application, mais peu de réflexion. Donc, justement, dans cette idée-là d'être critique puis peut-être d'être prêt à adapter pour pousser la réflexion des élèves, bien, je vous présente certaines idées de Dan Mayer. Donc, Dan Mayer, qui est aux États-Unis et qui a fait un doctorat à l'Université de Stanford, faire sortir des idées qui sont assez intéressantes, qui bousculent, je dirais, la communauté en enseignement des maths. Ce qui va dire, c'est important, en fait, quand on demande à l'élève de faire des maths, de s'engager dans une réelle activité mathématique. Donc, pas juste des contextes qui sont en superficie, puis où on demande juste d'appliquer, finalement, ça revient juste à appliquer une formule. On va dire, ben oui, c'est bien d'amener l'élève à fournir des réponses. L'école, souvent, on a tendance à mettre l'élève, là, il doit se placer à donner des réponses, mais il doit apprendre aussi à chercher les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? Une autre idée importante, selon lui, c'est l'élève on doit l'amener à réfléchir aux informations dont on a besoin. Plutôt que de lui donner tout cuit dans le bec puis juste appliquer, ben, réfléchir à quelles informations j'ai besoin pour résoudre ce problème-là. Faire des hypothèses aussi, des prédictions, puis réaliser un vrai travail dans le vrai monde, pas juste quelque chose de superficiel, justement. Puis pour ça, ben, il invite à enlever les consignes qui sont trop contraignantes pour ensuite les ajouter aux besoins durant la résolution. Puis pour ça, il fait l'image du thermostat mathématique, où il va dire, ben, souvent, là, quand on arrive là, dans une tâche, là, j'ouvre à peu près n'importe quel manuel, là, à n'importe quelle page, il va dire, ça pue les maths. Là. On regarde ça, là, puis ça pue les maths. C'est juste des nombres, les consignes, c'est très guidé, ça pue les maths. Donc, on est déjà au maximum de notre thermostat mathématique. Donc, il dit, il faudrait peut-être là, décraquer un peu, abaisser notre thermostat mathématique. Et c'est vraiment pas dans l'idée d'abaisser nos exigences. Pas du tout. C'est plutôt dans l'idée de donner la place à l'élève pour réfléchir. Plutôt que tout soit encadré, tout soit très guidé, bien, laisser l'élève réfléchir. Donc, et là, dans ce sens-là, ben, je vous demanderai, à partir de ce que je viens de dire un peu plus tôt, quel énoncé parmi les suivants qui est faux? Est-ce que les ressources didactiques ne sont pas nécessairement vérifiées par le ministère de l'Éducation? Est-ce que les probabilités occupent une place modeste dans les ressources didactiques? Est-ce qu'en probabilité, les tâches sont centrées sur les calculs? Ou aucune de ces réponses. Donc, vous l'avez bien vu, celui qui est faux, c'est que aucune de ces réponses, parce que toutes celles-ci étaient vraies. Donc, si on va voir maintenant, on continue avec l'idée de Dan Mayer d'enlever les consignes trop contraignantes, on va en donner un exemple. Donc, voici un exemple, selon Dan Mayer, d'une tâche avant, et une fois qu'elle a été modifiée, voici à quoi elle ressemble après. Donc, on a une tâche ici, là, qui est en anglais, mais où on demande de calculer la surface, donc l'aire des prismes rectangulaires. Donc, selon vous, quand vous regardez ça, quel changement serait occasionné par l'activité mathématique de l'élève entre la version avant et la version après? Donc, ici, le fait d'avoir au début toutes les informations, on a une certaine... la question est énoncée, on a aussi 6 répétitions. On place vraiment l'élève dans l'idée d'appliquer, de reproduire une certaine démarche qui a été un peu imposée, guidée. Ici, là, après, ce que ça soulève, en fait, c'est que l'élève, la première chose qu'il va remarquer, c'est, ben, c'est quoi la question? Et ça, c'est important, en fait, parce que ça amène l'élève à poser des questions, pas juste à fournir des réponses. Donc là, il pourrait se poser comme question, bon, quel est le prisme le plus long? Quel est le plus gros? Mais là, le plus gros, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est le volume? Donc, ça va amener différentes questions. Et là, on peut recueillir les questions des élèves. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'on peut faire, c'est faire ressortir ces questions-là et cibler celles qu'on voulait probablement aborder, qui serait ici l'air. Il est à noter que quand on fait ce genre de tâches-là, c'est vraiment quand on pilote des tâches avec les élèves, avec eux là, en classe. C'est sûr qu'il y a un certain avantage à avoir ce genre de tâches-là ici pour qu'ils soient autonomes en devoir, par exemple, mais quand on est avec eux, ben, profitons de l'occasion, en fait, pour développer vraiment leur réflexion. Donc, si
quand on va proposer ce genre de tâche-là, on va peut-être s'entendre pour dire, ben, la question, c'est peut-être quelle est l'aire des différents prismes, ou quel prisme a la plus grandeur, ou peut-être qu'on peut même mettre un contexte, puis ça serait, ben, si j'ai du papier d'emballage et je vais emballer chacun de ces paquets cadeaux-là, lequel demanderait le plus de papier d'emballage, là, en pensant, là, disons, qu'il n'y aurait pas de perte, là, on prend juste le papier d'emballage qu'on a vraiment, réellement besoin. Donc, à ce moment-là, ça revient à calculer l'aire totale de chacun des prismes. Et là, la question qui va apparaître, c'est ben, comment on va arriver à calculer ces aires-là? On n'a pas les mesures. Et là, ici, on pourrait à ce moment-là, maintenant que les élèves sont prêts, donc on a enlevé les mesures. Ce qu'il a fait, Dan Meyer, c'est seulement de recouvrir ici il a mis des rectangles blancs juste pour cacher. Là, il viendrait ici enlever les rectangles blancs pour qu'on puisse voir les dimensions apparaître. Donc, au lieu de les fournir au début, ben, d'attendre que l'élève exprime le besoin. On en a besoin pour calculer l'aire. J'ai besoin de savoir le longueur, largeur, profondeur. J'ai besoin d'avoir les dimensions de la base puis la hauteur, plutôt. Donc, on attend en fait que ça soit exprimé par l'élève. Et après, là, on peut faire le calcul. Une autre façon de modifier une tâche, c'est par le SmudgeMath. Donc, SmudgeMath, il y a différentes personnes anglophones là, qui vont ouvrir une tâche qui était plus fermée. Donc, il suggère de prendre à peu près n'importe quelle tâche fermée, puis de barbouiller différentes parties pour créer de l'ambiguïté. Pourquoi? Pour cacher de l'information, pour produire plusieurs réponses différentes, puis donner aux élèves plus de degrés de liberté dans leur raisonnement. C'est vraiment l'idée là, de les laisser réfléchir, puis encore là, d'abaisser le thermostat mathématique pour les laisser réfléchir. Donc, je vous en montre ici un exemple. Donc, si ça a été posté sur Twitter, par exemple, par Peter Legedal. Donc, ici, on a un exemple de SmudgeMath. Donc, quels seraient les prochains termes? Si on avait ici les 3 premiers termes, ben, avec le troisième, ça nous donne un peu plus la régularité de la suite. Alors qu'ici, en l'enlevant, ben là, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est plus 3 ou est-ce que c'est ici fois 2,5 ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités? Donc, on peut travailler en fait la pensée flexible puis travailler de différentes façons. D'autres exemples, ici, j'ai mis le lien que vous pourrez accéder là, via le diaporama. Donc, d'autres exemples ici où on peut créer de l'ambiguïté. Donc, il y en a sur les fractions, il y en a sur la résolution algébrique. Il y en a sur des polygones ici, en géométrie, les fonctions. Je vais vite, mais juste pour vous montrer qu'il y en a de différents types. Donc, c'est toujours la même idée, c'est qu'on vient barbouiller une partie, puis on vient se pencher, puis ça vient ouvrir le genre de réponse qu'on peut trouver et le raisonnement. Donc, ça crée en fait des opportunités pour l'élève. On peut combiner ça avec les surfaces verticales non permanentes, donc de travailler sur les tableaux ou à différents tableaux là, qui sont placés à différents endroits dans la classe. Puis là, on peut voir justement, au lieu qu'il y ait une seule possibilité pour la suite, voici les élèves en fait qui ont fait beaucoup de régularité, beaucoup de suites, puis on voit que les élèves sont vraiment en action, réfléchissent et trouvent différentes solutions qui sont intéressantes. En probabilité, maintenant, on en retrouve beaucoup moins de SmudgeMath comme ça en probabilité. Je vous en fournis un exemple. Donc, on pourrait prendre à peu près n'importe quelle tâche classique qu'on retrouve dans les manuels, puis on pourrait demander, une question classique, est-ce que cet événement-là est certain, possible ou impossible? Donc, si on avait, par exemple, pigé consécutivement 2 as dans un paquet régulier de 52 cartes, on pourrait dire que c'est quelque chose de possible. Ici, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut changer, au lieu que ce soit 2 as, justement, on le barbouille, et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce que ce serait possible de trouver un certain nombre d'as dans le paquet régulier de 52 cartes qui donnerait un événement qui serait certain? Est-ce qu'on pourrait trouver un certain nombre où ça serait possible? Quel nombre nous donnerait un événement impossible? Donc, on peut faire la même chose pour obtenir la somme de 10 en lançant 2 dés à un certain nombre de faces qui sont numérotées de 1 à ou obtenir la somme de X en lançant YD à 6 faces, donc qui sont numérotées de 1 à 6. Donc, ce qu'on vient faire vraiment, c'est d'ouvrir la tâche puis de réfléchir dans quelles conditions mon événement pourrait être certain, possible ou impossible. Donc, je vous demande de m'en fournir de prendre
n'importe lequel des trois, puis de me donner un exemple d'événement impossible à ce moment-là. Donc maintenant, puis par exemple, si on demandait de piger consécutivement 8 As dans un paquet régulier de 52 cartes, non, c'est pas possible. En fait, ici, et là, il y aurait la question, en fait, est-ce qu'on les remet ou pas? Si c'est sans remise, je peux pas en avoir plus que 4 consécutifs dans un paquet régulier de 52 cartes. Si c'était avec remise, par contre, on pourrait penser que peu importe si le nombre d'As, c'est très, très, très peu probable, mais je pourrais en avoir 8 d'affilée en les pigeant dans un paquet de 52 cartes, mais c'est très, très, très peu probable. Mais ce serait impossible d'obtenir une somme de 10 en lançant 2 dés à 4 faces, par exemple, qui sont numérotés de 1 à 4. Bien là, ce serait impossible. Donc, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut viser pour l'élève dans les tâches qu'on va lui offrir. Est-ce qu'on veut, d'un côté, lui viser la compréhension en surface ou procédurale, où l'élève va être amené à redire, reproduire ou appliquer une règle, ou on veut plutôt favoriser une compréhension en profondeur, qu'on va appeler une compréhension relationnelle, où il va être amené à reconnaître les bons concepts à appliquer. Faut qu'il se demande pourquoi, il faut qu'il sache pourquoi une procédure est adéquate, il faut qu'il exerce un jugement critique, puis qu'il établisse des liens entre les concepts et entre les différentes situations. Il peut y avoir des moments où on dit qu'on veut travailler, disons, l'automatisation, mais je crois que le rôle d'une enseignante ou d'un enseignant de mathématiques, ça devrait être de favoriser la compréhension à profondeur. Et là, et si c'est ce qu'on décide, on peut se demander quel va être le rôle pour l'enseignante et l'enseignant avant, pendant ou après le travail sur les tâches. Donc, on peut penser qu'avant, il peut y avoir un travail justement du genre de smudge math ou d'enlever les contraintes comme Dan Meyer, donc de travailler pour ouvrir davantage une tâche. Pendant, l'enseignante ou l'enseignant a le rôle de piloter cette tâche-là, donc de se promener, de relancer, de répondre aux questions, de débloquer les élèves, de mettre en opposition 2 raisonnements d'élèves pour qu'ils puissent avancer, puis approfondir leur raisonnement. Puis après, le retour va être super important pour dire, mais maintenant, tout le monde a travaillé. Donc, si on a eu différentes, ici, par exemple, suites, on fait le retour. Puis, voici ce que telle équipe a trouvé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, on doit faire le retour pour s'assurer d'institutionnaliser, rendre institutionnels les différents contenus qui ont été, les différentes connaissances qui ont été travaillées dans cette tâche-là. Donc, si on veut adapter une tâche, pour quelle raison on voudrait adapter une tâche? On pourrait vouloir l'adapter pour amener les élèves à se poser des questions, puis à considérer différentes réponses possibles, plutôt qu'avoir une tâche fermée. On pourrait vouloir favoriser une prise de décision. Donc, je vous ai déjà dit qu'en probabilité, pourquoi on fait des probabilités? Ça devrait être pour favoriser une prise de décision. Donc, on peut vouloir demander aux élèves aussi de faire une prédiction intuitive, puis de la noter, puis après ça, de la mettre à l'épreuve. Donc, mon exemple tantôt des trois prismes, on pourrait d'abord demander, d'après vous, là, est-ce qu'il y a un des trois prismes, lequel aurait l'air la plus grande? On va donner les informations, les mesures, on va calculer, puis après ça, on revient sur cette prédiction-là. On peut vouloir aussi adapter pour amener les élèves à réaliser des essais avec du matériel, puis aussi questionner sur le nombre d'essais. Donc, on pourrait amener à lancer des objets comme des dés, par exemple. On reviendra aussi dans une autre capsule. On pourrait vouloir revenir sur la prédiction intuitive en la confrontant aux résultats observés, comme je viens de le dire juste avant. On pourrait intégrer des outils technologiques aussi pour simuler des essais ou pour représenter par des diagrammes en arbre, par exemple. On pourrait avoir recours à une diversité de représentations, donc dessins, arbres, tableaux, diagrammes de Venn et réseaux. On reviendra sur ces représentations-là dans une capsule dans le prochain module. Puis, on pourrait vouloir faire des liens entre les probabilités et les statistiques. Donc, c'est plusieurs raisons qui peuvent nous amener à exercer ce qu'on appelle l'agentivité didactique. C'est quoi l'agentivité didactique? C'est d'être agent de son propre développement. Plutôt que de dire, moi, là, je ne l'aime pas, ce manuel-là, il est très figé, c'est de la drill, je suis insatisfait. Mais plutôt essayer d'exercer notre pouvoir d'agir, donc être un agent de son propre développement, puis au lieu de subir, de partir comme point de départ. Je peux partir de cette tâche-là, mais je vais la modifier pour atteindre l'objectif que je souhaite atteindre. Donc, maintenant qu'on a, après tout ce que je vous ai dit dans cette capsule, maintenant, je vous demande de prendre un moment pour faire une synthèse de ce que vous retenez, puis d'écrire, de m'écrire qu'est-ce que vous retenez, puis d'être explicite, pas juste 2-3 mots-clés, mais vraiment d'être explicite de ce que vous retenez précisément.
Donc, de mon côté, je pense qu'on a pris connaissance de quelques ressources didactiques existantes, de ce qu'elles contiennent. On a pu voir qu'en probabilité, il y a pas, c'est quand même limité le nombre de tâches qu'on retrouve et elles sont beaucoup axées sur le calcul. On a pris connaissance de différentes manières d'ouvrir une tâche pour libérer le potentiel de raisonnement mathématique. Puis on a fait ressortir différentes possibilités de l'enseignant d'exercer son agentivité didactique pour adapter une tâche en probabilité. Donc, comme prochaine tâche, vous aurez à travailler avec les définitions de vocabulaire probabiliste. Donc, il y a un document qui s'appelle Expérience aléatoire et événements, puis ça va préciser un petit peu le vocabulaire que vous verrez justement dans ce genre de tâches-là de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.